Bonjour à tous, bonjour encore une fois. Alors, ok, super. Je pense que ça va bouger, mais bon, on essaiera de faire avec. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que autour de la définition du marketing se trouve un concept clé qui est la valeur. Donc, la valeur est un concept essentiel, central dans le marketing. Donc, tout tourne autour de la valeur. Cette valeur-là, il faut d'abord la créer, il faut ensuite la communiquer, il faut la délivrer. Ce que je dis généralement dans tous mes cours, c'est que si vraiment les personnes qui ne sont pas exposées au marketing arrivent à visualiser, à comprendre la philosophie derrière ce slide, je pense que ce slide-là, et je suis vraiment conscient de ce que je dis, ce slide est suffisant pour comprendre toute la philosophie derrière le marketing. Tourne ton écran, télé. Est-ce que vous arrivez à regarder dans la bonne... est-ce que, est-ce que plutôt comme ça marche? L'écran est inversé. Karim. Voilà. Cool. Je pense que ça va marcher comme ça. C'est bon? Donc, l'élément central, comme je disais tout à l'heure, c'est la création, la communication et la création et la communication et le fait de délivrer de la valeur. Donc, c'est le process, comme j'ai écrit au début du slide, au tout début, il y a une définition qui est la création de la communication de la valeur. Je décide de créer un produit, je suis dans une étape théorique de création de valeur. Je décide de communiquer, je commence déjà à penser à délivrer de la valeur. Et quand je délivre de la valeur, je vais aller vraiment aller partager cette création théorique qui a été faite durant la création du produit ou du service, durant la communication. Je vais aller la matérialiser en la délivrant vraiment au consommateur. Le concept de valeur est un concept qui est extrêmement étudié en sciences économiques, sciences économiques en général, mais dans le marketing, il prend vraiment toute sa forme et il est vraiment au cœur je dirais, de toute la science du marketing. Le mot valeur en lui-même est assez positif et il positionne différemment votre produit ou votre service versus la concurrence. Donc, quand je parlais d'Apple tout à l'heure, c'est un excellent produit, excellent exemple pour cette définition. On ne crée pas forcément des téléphones. On n'est pas dans la création d'un produit fonctionnel à 100%. On crée quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Donc de la valeur qui est supérieure et qui se démarque des concurrents. Je crée de la valeur quand j'identifie mes clients, quand j'identifie mon offre de service. Donc cette étape, c'est comme si je vous parlais du cheminement qui est pris en marketing. Je commence à communiquer ma valeur quand je décide de lancer des campagnes de publicité, de faire du PR par exemple. Je délivre de la valeur lorsque je vais au contact direct de mes clients. Je peux aller au contact direct de mes clients dans les différents circuits de distribution, comme les différents circuits de promotion, promotion des ventes. Donc, et autour de tout ça, comme je vous ai dit, il y a un phénomène essentiel à comprendre qui est cette valeur en marketing. C'est la définition ce n'est pas une définition qui m'est propre, c'est la définition de l'Association américaine du marketing. Et ce slide peut paraître vraiment simple. Comme je vous disais, moi dans 95, allez, jusqu'à 98% de mes cours, j'ai énormément de difficultés avec des étudiants parfois en cinquième année, à me définir ce que c'est que le marketing. Donc, créer, communiquer et délivrer de la valeur. Donc,
Au tout début de la création de cette valeur, il y a une création d'offre. On va essayer de créer une offre de produit ou de service. En fait, la création de l'offre, c'est une réponse à une question autour de la résolution d'un problème. Donc, face à nous, nous avons un problème. Les gens n'arrivent pas à communiquer que par téléphone fixe. En essayant de créer ou en créant un téléphone portable, on va résoudre un problème qui est le fait d'être confiné face à un téléphone fixe pour pouvoir appeler au téléphone. Et donc on répond, on va résoudre un problème. Donc ça peut être la résolution d'un problème comme la réponse à un besoin en général. Mais c'est vraiment au tout début de la création de cette valeur dont je vous ai parlé qu'il y a création de l'offre d'un produit ou d'un service. C'est un cours qui doit être partagé à part entière. Donc encore une fois, je reviens sur des notions extrêmement simples ici par rareté du temps. Et j'espère avoir la chance de revenir sur ces notions-là un peu plus tard. Donc, au centre de tout ça, donc là on rentre vraiment dans les éléments stratégiques au cœur même du marketing. Autour de toute cette création d'offres, au centre, il y a une cible. La cible en marketing, alors c'est tous les professionnels, en tout cas ceux qui sont passés en multinationale, vont avoir la chance de parler de deux cibles. Donc il n'y a pas forcément une seule cible en marketing. On considère toujours deux cibles. Une cible large et une cible qu'on appelle cœur de cible. Donc, qui sont mes consommateurs? Ou une réponse très simple à la question, qui peut m'acheter? Qui devrait m'acheter? Qui devrait acheter mes solutions, produits ou services? Donc, nous avons toujours deux cibles, une cible large et une cible cœur de cible. Le meilleur travail qui a été fait en étude de ciblage a été fait par BMW. Donc, BMW, c'est une école en termes de ciblage. C'est un excellent case study. Quand vous allez, par exemple, imaginez devant vous une série 1, une BMW série 1 ou une série 7, vous allez voir dans vos têtes des consommateurs, vous allez imaginer des consommateurs complètement différents. Donc le premier, celui de la série 1, va être un jeune, et ça va être vraiment le cœur de cible. Donc ici, on va s'adresser plutôt à un jeune. Alors que sur une série 7, par exemple, on va être sur peut-être quelqu'un qui est dans la cinquantaine ou limite parfois des seniors. Donc on va être sur des cibles complètement différentes. Par contre, donc là on est dans le cœur de cible. Par contre, ça n'empêche pas qu'on est dans le cas d'une série 1 par exemple, ça n'empêche pas qu'on retrouve des consommateurs un peu plus âgés, en tout cas pas des jeunes je dirais de 24-35 ans qui vont acheter quand même la série 1. Donc, mais on sait que mathématiquement, et là je reviens vraiment sur des notions que les multinationales utilisent, mathématiquement, mon cœur de cible doit me permettre de dégager énormément de chiffre d'affaires. Donc le cœur de cible, pour votre information, chez les multinationales, il va être quantifiable. Quand je vais être BMW par exemple au Maroc, je vais me poser la question de me dire, si je lance une série 1, mes clients cœur de cible, ils sont en nombre de combien? Je dois pouvoir les quantifier. Et c'est ce qui va déterminer si c'est un vrai cœur de cible ou pas. Parce que si je me retrouve, par exemple, je dis n'importe quoi, avec 40 000, 30 000 personnes au Maroc qui peuvent avoir la capacité d'acheter, et dans mon modèle, je vais intégrer toute la dynamique concurrentielle, ça veut dire qu'en fin de compte, je vais me retrouver avec peut-être 5 000 ou 4 000 clients cibles. Hein. Dans cette même équation, je dois me dire quels sont les clients qui peuvent être constitués ou quels sont les leads qui peuvent constituer réellement mes clients. Donc, je dois pouvoir les quantifier. Donc voilà vraiment un exercice qui est fait malheureusement uniquement chez les multinationales. En tout cas, dans mon expérience professionnelle, j'ai rarement je l'ai vécu avec une multinationale FMCG ou deux,
qui quantifient vraiment leur cible et leur cœur de cible. Donc, mon cœur de cible, encore une fois, c'est la catégorie des personnes qui peuvent constituer suffisamment, largement, des clients potentiels pour moi. Je dois les quantifier pour pouvoir bâtir toute mon offre. Si vous vous dites par exemple, imaginez que vous soyez par exemple, je vais toujours parler de l'industrie automobile, si vous êtes par exemple Bugatti et que vous décidez de lancer une concession au Maroc, ben, il va vous falloir être très délicat, très sûr et faire des études vraiment quantitatives pour dire quel est mon potentiel de vente au Maroc. On est sur des ventes qui ne vont pas être euh, nombreuses. Donc dans ce cas, on doit se dire clairement qui est mon cœur de cible, qui est ma cible large pour pouvoir aller les toucher. Et donc l'exercice l'identification de la cible est vraiment critique en marketing. Si vous identifiez la mauvaise cible, sachez que les conséquences sont désastreuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, cette cible-là ne va pas pouvoir acheter vos produits ou services. Et deux, chaque dirham que vous allez investir en communication, c'est un dirham qui va toucher la mauvaise cible. Donc, ce travail peut paraître vraiment banal, mais c'est le cœur de toute la stratégie marketing. Le pilier de tout le travail marketing, voit l'identification de la cible. Donc, cible, large et cœur de cible. Donc, une cible correspond à un produit, ou un produit correspond à une cible, vice-versa. Et pour moi, c'est un exemple vraiment, ces slides que vous allez voir, c'est un exemple qui m'est vraiment propre. Donc, quand j'enseigne ou quand j'interviens parfois en conseil chez des entreprises pour parler de cibles, les meilleures pratiques sur le marché, c'est ce qu'on appelle des pen portraits. Un pen portrait, c'est une identification très claire de qui est ma clientèle cible. Et j'ai vraiment une phrase qui m'est propre, qui va vous aider à identifier le consommateur cible ou la cœur de cible. Pour moi, votre consommateur cible pour un produit ou un service, pour pouvoir le connaître, vous devez l'identifier exactement comme si vous parliez de votre meilleur ami. Votre meilleur ami, et croyez-moi, les entreprises, les multinationales, Reda va peut-être corroborer ce que je suis en train de dire. Les multinationales identifient avec un prénom leur clientèle cible. Donc, les multinationales, quand elles parlent de leur client cible, elles parlent souvent avec un prénom. Donc, X ou Y, Hamza par exemple. Donc, si je suis sur un produit, un service qui est plutôt relatif à un genre particulier, ben, mon client cible, cœur de cible, je vais l'identifier de telle façon à carrément lui donner vie. Donc, votre client cible, c'est comme si exactement, c'est la même démarche pour décrire votre meilleur ami. Votre meilleur ami, vous connaissez son nom, vous connaissez son prénom, vous connaissez son âge, vous connaissez parfois son revenu. Donc, comme votre meilleur ami et pas forcément la famille, parce qu'on connaît les confidences beaucoup plus des meilleurs amis. Quand on a le revenu, quand on a les goûts diallo, quand on a la situation socio-professionnelle diallo, combien il gagne, je connais tout de meilleur ami. Et c'est vraiment la meilleure approche pour connaître votre consommateur. En répondant à des briefs, donc j'ai parlé d'une autre facette de ma vie professionnelle, en répondant à des briefs de clients, je reçois parfois une description de la cible sur 3 ou 4 mots. Donc ma cible c'est les jeunes, par exemple. Ma cible c'est les jeunes CSP AB ou la ABC. Donc c'est des descriptions bateaux qui vont pas vous permettre d'identifier clairement je connais de la cible. Et encore une fois, le danger ici, c'est d'aller toucher des consommateurs avec du budget marketing qui ne sont pas les vôtres. Si vous me dites par exemple que, imaginons le cas d'une entreprise qui vous dit ma clientèle cible, c'est les jeunes, point.
si vous ne faites pas la différence de genre, par exemple, est-ce que c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes, vous risquez de toucher 50% de la population, donc dépenser 50% de votre budget pour rien, en fait, pour rien. Donc, si vous ne connaissez pas, par exemple, la catégorie socio-professionnelle, vous pouvez envoyer de la publicité pour des clients qui n'ont pas la capacité d'acheter votre produit. Imaginez, par exemple, qu'on soit dans l'industrie de la montre de luxe, de l'horlogerie, et qu'on fasse une publicité pour des montres qui coûtent, je dis n'importe quoi, 50 ou 60 000 dirhams. Si on fait ce type de publicité pour une large cible, on dépense de l'argent euh, qui ne va avoir aucun retour sur investissement. Par contre, si je vous dis que mon cœur de cible, c'est des hommes ou plutôt des femmes, parce que je suis sur un certain type de montre, c'est plutôt des hommes qui ont 50 ans et plus, qui sont qui constituent une CSP A+, qui ont un revenu X par mois, qui dans leur week-end partent tel ou tel hôtel ou la telle ou telle salle de sport. euh, je peux vraiment essayer de concocter la bonne stratégie de communication et surtout les bons touch points de communication pour pouvoir aller toucher cette cible. Donc, une cible, c'est un produit, c'est un pen portrait. Et un pen portrait, pour moi, pour faire simple, c'est une description de votre consommateur comme si vraiment vous parliez de votre meilleur ami. Donc, au centre de tout ça, encore une fois, une cible en marketing, qu'est-ce que ça engage? Une cible, c'est une connaissance, c'est un pen portrait, mais c'est aussi un insight. L'insight en marketing, c'est une terminologie technique. Donc, que ce soit pour les professionnels du marketing, que ce soit pour les étudiants, quand on parle d'insight, on parle d'une notion floue, on parle d'une notion qui est beaucoup plus de l'univers de la rhétorique, alors que dans la réalité, c'est une formule quasiment mathématique, hein. Un insight, c'est quoi? Un insight, c'est une discussion interne de votre consommateur en essayant de parler de votre produit ou là, du besoin en général qui est relatif à votre produit. Donc un consommateur, il veut quelque chose, il veut des choses parce que, donc je dis n'importe quoi, je vais acheter une glace parce que j'ai envie de me faire plaisir. Mais je trouve vraiment que c'est difficile d'aller à chaque fois sortir, aller à un café glacé pour prendre une glace. Donc ça peut être un type d'insight de consommateur. Je veux acheter une voiture, mais parce que j'ai envie d'acheter une voiture, parce que j'ai envie de me déplacer, parce que j'ai envie de m'assumer en tant que jeune salarié, où là, j'ai envie d'affirmer une position sociale, mais je n'ai pas assez de moyens. Donc là, par exemple, c'est une situation qui peut bien parler à l'industrie, à toute l'industrie du crédit auto. Et donc, on va offrir, par exemple, à ce type de personnes qui ne peuvent pas se payer un produit au comptant, des solutions financières pour pouvoir s'acheter ou s'offrir le bien ou le service. Donc, un insight, ce n'est pas une idée qu'un marketeur a en tête, ce n'est pas sa façon de voir les choses, c'est vraiment une formule. La formule est je veux quelque chose, je veux acheter un produit, parce que, mais. Dans la même lignée, j'ai parlé de l'industrie financière, on peut retrouver énormément de barrières, par exemple, juste pour essayer de vous illustrer au maximum le concept d'insight. Je veux donc je veux consommer un service financier parce que j'ai besoin de solutions financières, mais je réfléchis ou là je suis bloqué par la notion de riba. Donc c'est un exemple, comme juste pour vous donner des exemples, pour pouvoir comprendre la notion capitale de l'insight, de ce que c'est. Donc dans l'insight, dans la formule de l'insight, il y a toujours un mais. Sinon, كل ما كانش هاد le mais, tous les consommateurs vont vous acheter. Dans la mesure où vous avez mis votre produit sur le marché, tous les consommateurs allaient يشريوك. Alors que c'est pas la réalité.
Donc la réalité est complètement différente et la réalité est vraiment cloisonnée par cette notion de barrière. Donc le mais que vous avez vu ici dans l'insight, c'est ce qu'on appelle en marketing une barrière. Donc un consommateur cible, c'est une description, c'est un pen portrait. Un consommateur cible, c'est un insight. Et un consommateur cible, c'est une barrière. La barrière, c'est l'élément essentiel sur lequel une offre doit être bâtie. Je vais acheter un produit ou un service parce que j'en ai besoin, mais en même temps, j'ai une barrière qui est sur mon chemin et qui ne me permet pas d'accéder à ce produit ou ce service. Donc, en identifiant la barrière, on va casser كاع الحواجز اللي كاينين قدامنا pour pouvoir aller vendre ou délivrer l'offre à notre consommateur. Donc, la barrière est une notion centrale. Donc, encore une fois, je reviens sur ces notions parce que c'est des notions techniques en marketing. On a beau croire que les marketeurs, et c'est vraiment quelque chose de désolant pour moi, on a beau croire que les meilleurs marketeurs, c'est les meilleurs beaux parleurs. On croit énormément que le domaine du marketing est un domaine de la rhétorique. Le domaine du marketing est un domaine extrêmement technique. Et je pense que vous avez dû le voir sur la présentation de Reda le matin. Donc, le marketing est quelque chose de vraiment technique. Là, le pen portrait, par exemple, est quelque chose de technique que je vous invite vraiment à creuser. L'insight est quelque chose d'extrêmement technique aussi. Qu'il faut creuser. Donc, on identifie généralement les insights à travers des études qualitatives. Donc, il faut investir. Donc, le conseil que je donne pour tous les professionnels, c'est qu'il faut investir pour connaître son insight et sa barrière. Ça coûte de l'argent, mais ça vous permet vraiment de faire des savings énormes. Si vous n'attaquez pas la bonne barrière, si vous n'attaquez pas la bonne cible, c'est tout votre budget marketing qui est en jeu. Parfois, j'accompagne de grandes entreprises qui ont des budgets qui dépassent les 5-6 millions de dirhams, parfois plus, et qui ne prennent pas le temps d'investir un petit peu de leur budget pour connaître leur cible. Peut-être qu'une étude à 100 000 dirhams, ou là, parfois moins, ou là une bonne étude à 200-300 000 dirhams, pour des grosses industries, vous permet vraiment d'affiner toute votre démarche marketing et d'aller sur le bon chemin. Je pense que le temps court, donc je vais aller plus rapidement. Donc, maintenant, quelle est mon offre de produit? L'offre de produit, c'est un domaine extrêmement stratégique. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une idée en tête que j'ai la bonne offre de produit. L'offre de produit dépend vraiment de ma stratégie. Je veux lancer un produit ou un service, la première question à laquelle je dois me répondre, c'est quel est le positionnement que j'ai envie de donner à ce produit. Est-ce que c'est un produit MeToo? Wesh, j'ai envie de lancer exactement la même chose que les concurrents sur le marché. Est-ce que j'ai envie d'être différent? Si j'ai envie d'être différent, quelles sont les caractéristiques qui vont me permettre d'être différent? Ou d'être tout simplement un MeToo, de lancer exactement la même chose sur le marché. Donc, mon offre de produit, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique. Malheureusement, moi, je vois autour de moi pas mal d'entrepreneurs, pas mal de gens qui ont de gros business, qui, parce qu'ils ont une bonne idée, ils ont une bonne idée en tête, décident de lancer du produit. C'est très bien d'avoir des idées en tête, c'est très bien d'être créatif, mais le côté stratégique est essentiel dans le lancement de chaque produit ou service. Je dois vraiment me poser la question de quel est mon positionnement. Un positionnement, pour faire simple, c'est un élément différenciateur dans la tête du consommateur. Donc, votre consommateur, quand il va avoir en tête votre produit ou votre service, il doit avoir en tête que vous êtes différent, positivement différent. Donc, un positionnement, c'est des caractéristiques auxquelles pense votre consommateur de manière positivement différente. Donc, si vous voulez garder en tête une définition assez simple du positionnement, donc, quel positionnement versus le marché, versus l'offre en général, et quelle recherche de différenciation je vais adopter pour pouvoir lancer mon produit ou mon service. Je décide de lancer un produit ou un service. La question primordiale en marketing, là je rentre vraiment dans du technique financier, c'est quel profit and loss.
Je vous invite vraiment, j'invite tous les marketeurs, en tout cas qui ne sont pas exposés à ces notions techniques de profit and loss, d'enrichir leur lecture sur ce volet-là. On peut pas, on peut absolument pas parler de marketing et d'offre de produits sans cette notion de profit and loss. L'aspect financier est quelque chose qui est au cœur de tout travail en marketing. Un produit, c'est un profit and loss. Donc je tiens vraiment à souligner le point. On ne peut pas créer une offre de produit sans profit and loss. Le profit and loss, c'est très simple. C'est quelles sont mes rentrées d'argent et quelles sont les rubriques de dépenses d'argent. Donc quelles sont les entrées versus quelles sont les sorties d'argent d'une marque. Une marque ou un produit, c'est pas mal d'entrées d'argent. Donc je vais aller vendre dans ma circuit de distribution. Quand je vais aller vendre, je vais encaisser de l'argent. Cet encaissement de l'argent doit automatiquement donner lieu à beaucoup de décaissements d'argent. Donc votre structure organisationnelle, votre structure de distribution, vos coûts financiers, votre coût publicitaire. Donc tous ces éléments vont faire que vous avez des entrées et des sorties qui vont vous permettre de dégager une marge. Et donc ce travail-là, c'est un travail qui doit être extrêmement cohérent avec tout ce que vous décidez. Par exemple, un profit and loss, ça va vous permettre d'être clair sur le prix auquel vous voulez vendre. Le prix de vente moins toutes les dépenses va vous donner une marge. Et donc, à travers toute cette équation, vous allez pouvoir décider et vous dire le produit ou le service. Donc, est-ce que je décide d'avoir des petites marges? Et donc là, ça va imposer un nombre précis, ou un quota précis de vente qui doit être élevé, ou bien je vais me permettre, à travers mon offre, de dégager une marge importante et d'aller sur une niche. Donc, le profit and loss, c'est le cœur, je le répète toujours, et c'est ce que je dis à tous mes étudiants. On a beau, encore une fois, je reviens sur le point que j'ai partagé tout à l'heure, on a beau comprendre ou avoir en tête l'idée que le marketeur, c'est un beau parleur. Le marketeur est un financier à la base. Donc, c'est le vrai financier de l'entreprise, pour avoir vécu des expériences en conseil d'administration dans certaines entreprises. Alors, le cœur de l'activité, c'est le marketing. Et même si l'activité, le cœur de l'activité financière, c'est le marketing. Donc, un conseil, mon meilleur conseil pour tous les marketeurs, intéressez-vous à toutes les notions financières en marketing. Alors, c'est vous qui pilotez l'activité de votre entreprise, toute l'activité. Tout tourne autour de vous. Si le marketing s'arrête, si on ne peut pas valoriser les produits, des entreprises peuvent disparaître. Donc, votre entreprise dépend de vous et dépend de cette notion de profit and loss. Donc, dans le profit and loss, dans le P&L, il y a une rubrique essentielle pour tous les marketeurs, Advertising and Promotion. Donc, j'ai une offre de produit. Cette offre de produit doit correspondre à un client cible. Il doit correspondre à une barrière. Il doit correspondre à un P&L. Dans le P&L, cette offre de produit doit correspondre à une rubrique précise, Advertising and Promotion. Et cette notion, ما كتقراش بزاف et je suis vraiment à chaque fois que j'ai la chance de partager avec des étudiants, j'essaie de la partager parce que c'est des notions qui font vraiment la différence sur le terrain. Donc, advertising and promotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis une marque de publicité? Et donc, dans mon PNL, je vais alimenter une rubrique advertising. Ma marque, asmita Apple. Apple, c'est pas une marque promo. La promo, donc, Apple, c'est une marque qui se vend à travers de la pub, qui se vend à travers du rêve. Donc, dans le PNL, dans le Profit and Loss global d'Apple, vous allez retrouver une rubrique Advertising, par exemple, à 90%. Advertising and Promotion, c'est le budget, c'est la rubrique marketing dans le PNL global, une offre de produit ou de service. Et donc, la rubrique fait deux pourcentages qui font un total de 100%. Total Advertising and Promotion, c'est un total de 100%. Et dans l'advertising, si je mets par exemple 80% dans l'advertising et 20% dans la promo, je suis ce qu'on appelle dans le jargon, je suis une marque produit.
je suis une marque, je suis une offre marque. Les professionnels vont utiliser la terminologie. Mais si par contre, j'ai un produit qui n'a pas forcément une valeur, qui n'est pas valorisé à mes yeux en tant qu'entreprise, ou là, aux yeux des consommateurs, je vais beaucoup plus aller sur de la promotion. Il y a un excellent exemple, je pense que la meilleure école sera de la partie Hadi, se trouve au Maroc. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer ça, mais je vais pas vous parler quand même du cas. Le meilleur exemple pour moi, Ben Spalia, c'est la vache qui rit. C'est Fromagerie Belle qui le fait sur le marché. Une des meilleures exécutions PNL de tout le marché marocain, et surtout un export de savoir. Donc, quand vous allez par exemple sur une marque Bhal la vache qui rit, vous allez sur une marque qui est une marque pub, une marque conso, que les consommateurs adorent en termes de KPIs. C'est l'une des meilleures marques qui existent au Maroc. Et dans le portefeuille global de Fromagerie Belle, vous allez retrouver d'autres produits qui sont plutôt des marques promo. Donc, on va alimenter à travers beaucoup de promotions, de l'agressivité promotionnelle, où vous n'allez pas les voir en pub télé, en grande pub télé, pub de masse, etc. Alors que Vache qui rit, vous allez la retrouver en publicité de masse, sur la télé, en prime time, etc. Donc, le même exemple chez Coca, par exemple, vous allez retrouver que Coca, c'est une marque beaucoup plus dominée par une rubrique advertising qu'une rubrique promotion. Ça n'empêche pas la marque de faire de la promo, mais son PNL est dominé par de l'advertising. Et vous allez vous retrouver avec des marques qui font que la promotion, qui n'ont pas la capacité d'aller sur de la télé, qui vont aller forcément et précisément que sur de la promo. Donc c'est une notion très technique en marketing, le PNL et l'advertising and promotion. Et ça impacte énormément de décisions sur votre stratégie de communication globale. Encore une fois, l'aspect financier doit vraiment s'étudier profondément en marketing, parce que là encore on est sur des notions techniques et mathématiques et financières. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, ce que j'ai déroulé, c'est la partie création de la valeur. Donc on a créé de la valeur. Cette valeur-là, donc on a créé une offre de service, on a un PNL qui est précis, on sait comment, qu'est-ce qu'on va vendre, les caractéristiques de nos produits. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller distribuer ce produit. Dans la distribution de produits, là, il y a une discussion énorme entre les départements qui sont département commercial et département marketing. La distribution est quelque chose qui relève à 1000% du marketing. Pourquoi ? Parce que ce qu'on cherche quand on va distribuer un produit, on cherche d'abord de la cohérence. Rappelez-vous tout le discours que j'ai eu au début sur la cible. Donc, votre très bonne connaissance de la cible va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez distribuer votre produit ou votre service. Donc, le travail de distribution n'est pas un travail qui est isolé du marketing, absolument pas. C'est un travail qui est complémentaire à 100%, qui va naître en fait de la réflexion marketing. Et donc la question que je dois me poser si je devais distribuer un produit, c'est: suis-je cohérent avec l'image que j'ai dressée de ma cible ? Je veux vendre un produit de niche, très cher. Je sais que mes clients A, B ou la A+, ne regardent pas la télé. Si je fais une grosse pub télé, je sais qu'ils ne sont pas là parce qu'ils regardent des chaînes françaises ou parce qu'ils sont sur le streaming, ma proche qui te la télé locale. Donc si je suis sur ce type de cible, je dois choisir les bons canaux de communication, mais surtout où est-ce que je vais trouver Adnas Hadou pour pouvoir leur vendre mon produit. Donc si je vais sur la grande distribution par exemple, je dois être précis. Je vais donner des exemples réels. Si je suis sur une distribution Marjan et Carrefour, je vais choisir certains magasins. Je vais choisir par exemple un Marjan Hayar Riyad, ou un Marjan Californie, ou un Marjan Menara, parce que je sais que je vais trouver une cible A ou une cible précise. Si je suis sur Carrefour, je vais être sur Carrefour Gourmet, ou là je vais être sur Carrefour Bouskoura, parce que je sais que ma cible est Al-Qaat Maya. Et je ne vais pas être sur d'autres magasins qui ne vont pas me permettre d'aller toucher ma cible. Si je suis une marque premium, et je sais que mes consommateurs se déplacent énormément entre Marrakech et Casa pour les week-ends, etc., un des circuits de distribution peut être le fait d'alimenter les stations-service, et je sais que mes consommateurs écoutent. Donc, comment toucher ma cible ? C'est une question à laquelle on répond à travers de la communication, mais également à travers de la distribution.
Et donc la distribution, c'est un travail qui est extrêmement cohérent avec la communication. Donc, quel choix de circuit de distribution? C'est la question que je dois me poser pour être cohérent, pour aller toucher ma cible. Et encore une fois, la notion de PNL, on la retrouve à le niveau ADA. Mes circuits de distribution impactent tes coûts. Il a qu'un tradit livrer Mali l'Houant, ça veut dire que je dois avoir une flotte ou là, un distributeur. Si je dois livrer une plateforme d'Il Marjan par exemple, je dois la livrer une seule fois et la livraison elle va être moins coûteuse. Une remorque, l'équivalent de 20 petits camions, il y a une remorque, je vais la livrer one shot à une centrale d'Il Marjan par exemple, d'Il Carrefour. Mais si je devais faire le même volume, c'est un circuit de distribution qui coûte cher. Donc je dois avoir une idée claire sur le PNL ديالي profit and loss par circuit de distribution et la marge ديالي par circuit de distribution. Et la logique doit me permettre aussi de me dire les prix ديالي par circuit de distribution. Le prix, c'est un cours qui est extrêmement large, donc je ne vais pas m'intéresser énormément à cette rubrique, mais le prix est quelque chose d'essentiel et il faut chercher la cohérence du prix sur le marché camel de telle façon à ce que vos circuits de distribution ما يتقلقوش. مثلا je sais que je vais avoir des prix اللي يكونوا هابطين في المودرن تريد par exemple et طالعين عند le circuit traditionnel, ça peut créer des frustrations ou là des frustrations même chez le consommateur qui va trouver des prix comme différents partout. Ça dépend de la stratégie, mais il faut chercher de la cohérence et essayer de clarifier les prix par circuit de distribution et surtout les marges par circuit de distribution. Quand on va s'intéresser à la com, le conseil que je donne, peut-être que pour les responsables de Qraya, peut-être que je vais déborder de 2-3 minutes si vous permettez. Donc, la com, c'est du budget. Je reçois énormément de consultations pour des briefs de communication. Mais fait le budget. C'est un travail qui va juste être pénible et pour vous, en tant qu'annonceur, pour vous en tant que marketeur, et même pour les agences. Un brief ديال 10 000 dirhams ماشي هو un brief ديال 1 million de dirhams. Un brief ديال 100 millions de dirhams ماشي هو un brief ديال 1 million de dirhams. واش غادي نجيب لك ميسي ولا غادي نجيب لك une star locale ولا même pas de star. C'est des choses qui se identifient à travers un budget et qui s'identifient à travers un PNL. Donc voyez un peu la cohérence ديال هادشي كامل اللي درت لكم عليه. Donc alors on peut pas faire de la communication sans budget, sans clarté du budget. Vous allez perdre énormément de temps à essayer d'envoyer des briefs de communication. Le budget. L'agence ne sera jamais calibrée, sauf si elle vous connaît depuis très longtemps. L'agence ne va pas savoir calibrer son opération. Est-ce que vous avez la capacité de faire une communication sur la télé ou là? Ça dépend de votre budget. Avec 100 000 dirhams de budget marketing annuel, vous n'aurez pas la capacité de faire de la bonne télé. Une production télé... Par exemple, la moins coûteuse qu'il y a sur le marché, là, ça va tourner autour de 150 000 ou 200 000 dirhams. Donc, si vous avez 100 000 dirhams de budget marketing annuel, la télé va ça. Et donc, vous devez être clair sur votre budget de communication. Donc, vous devez choisir le budget permet aussi de se clarifier la stratégie de communication d'Yelcom. Donc, votre stratégie de communication, elle dépend de votre budget. J'ai un budget de 10 millions de dirhams. Je vais me poser la question, mes concurrents ont un budget de 20 millions de dirhams chacun, je vais me poser la question de quelle est ma stratégie. Je vais communiquer bhalhom et dans ce cas ils vont m'absorber parce qu'à chaque fois que je vais mettre un dirham ils vont mettre deux. Si j'investis exactement bhalhom, ou là je vais être différent. Est-ce que je vais être suiveur ou là je vais faire de la guérilla? Et là il y a énormément d'exemples sur le marché. Je pense notamment à un énorme exemple, les Wakash Plus, qui est un cas d'école vraiment sur le marché, pas parce que j'ai accompagné les gens de Cash Plus ou là parce que j'étais en intérieur chez eux, mais c'est un vrai cas d'étude de la vraie stratégie marketing, avec des budgets qui ne sont pas les mêmes, en tout cas au début de la stratégie marketing. Le top management a pu vraiment délivrer une stratégie marketing qui a fait de la différence sur le marché. Comment nous pouvons être différents à travers un budget ou à travers des choix de canaux de communication et à travers un choix de stratégie de communication. Et pour le cas de Cash Plus, ça a donné juste lieu à la marque la plus digitalisée, je pense 2 années de suite. C'est un vrai cas d'école. Je ne fais pas de la pub gratuitement, mais c'est un cas vraiment auquel les scientifiques et les marketeurs doivent s'intéresser. Donc, au centre de la com, il y a certaines notions.
La première notion, je moi mes objectifs. Quels sont mes objectifs quand je vais communiquer? Je vais communiquer, oui, mais pourquoi? Et là, on rentre vraiment dans le technique du marketing. Je veux communiquer parce que j'ai un besoin de créer de la notoriété pour mon produit et service. Reste le produit اللي تعرف. Je veux communiquer parce que les gens connaissent mon produit, mais ils n'ont jamais essayé. شحال les produits كنشوفوا nous en tant que consommateurs, les étalages, les circuits de distribution qu'on n'a jamais essayé. On le connaît, hein, on le connaît peut-être, ou qui n'en a jamais essayé. Donc, mon objectif de communication ne va pas être d'alimenter encore une fois de la notoriété, mais plutôt l'essai du produit. Les gens qui ont le produit d'Yali, ou ils ne l'essayent pas, ne le consomment pas. Donc là encore, la com, c'est quelque chose de très technique. Ce n'est pas de belles paroles, ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas de la littérature, c'est quelque chose qui est vraiment technique. Hein. Donc, est-ce que je dois faire de l'éducation? Mon produit paraît compliqué, donc je dois être éduqué. Mon produit n'est pas valorisé par les consommateurs, sachant que les caractéristiques d'Yelo, moi j'ai retrouvé énormément de ce feedback. Mon produit where, ou est-ce que le consommateur je dois l'éduquer, je dois l'expliquer. Là, mon produit là, il est exceptionnel. Est-ce que j'ai tout ça de bon, mais j'ai des barrières? J'ai une barrière, je ne sais pas. Je suis un produit de grande consommation. Mes consommateurs, j'ai des intrants de viande porcine. Ou là des produits qui ne sont pas halal. Je sais, moi, en tant que marque, que mon produit est bon, qu'il est halal, ou mon consommateur pense quelque chose de différent. Pourquoi? Bon, il faut revenir aux sources et comprendre pourquoi. C'est quelque chose d'essentiel pour comprendre des barrières. Ou je dois lever cette barrière. Je dois pas en tant que marque, je dois me poser les questions. Je dois lever la barrière. C'est technique. Et donc, si mon objectif, dans ce cas, n'est pas de lever une barrière, de continuer le travail de notoriété, alimenter un budget marketing, alors que mon consommateur a une barrière, et dans ce cas, c'est une perte d'argent. Donc la com, c'est soit vous la considérez de manière technique, avec des objectifs très clairs, soit ça peut être une perte d'argent pour vous. Donc, ensuite, j'ai envie de revenir sur des notions essentielles en marketing. Je fais du marketing, je fais de la communication. Les deux notions sont au cœur de tout le marketing que vous faites. La notoriété et l'essai. Je suis un marketeur, j'ai un produit, j'ai un service, je dois communiquer. Je dois communiquer, si vous devez garder en tête deux choses essentielles. Je dois communiquer pour créer de la notoriété. Et là, on est dans l'étape théorique de la création de valeur. Mais je dois aussi communiquer pour pousser à l'essai de mon produit. Si mon produit est connu ou htachi consommateur, je vais encaisser 0 dirham. Donc, en tant que marketeur, si j'arrive à la partie communication, je ne dois pas me soucier uniquement de la communication théorique, liée à la publicité par exemple. Je dois me consacrer à l'étude de l'essai de mon produit, à travers de la com. Donc, je peux par exemple lancer de grands projets, et les multinationales américaines le font. P&G au Maroc par exemple, et toutes les multinationales américaines, Coca, etc. Un domaine de notions très sérieuses en marketing. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font de la publicité, ils font de la communication pour driver de la notoriété, mais également de la communication pour essayer le produit. Et je pense que vous devez voir sur le marché marocain plein d'initiatives. En tout cas, je le répète, les multinationales, moins les notions. Donc vous devez voir autour de vous plein d'initiatives d'essais de produits, notamment le modern trade. Le modern trade auquel je fais avec les animatrices, c'est des animatrices qui poussent l'essai de le produit, tester le produit, et c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir délivrer de la valeur en marketing. Dernier point, c'est le choix des médias. Le choix des médias ou le choix le plan 360 degrés. Encore une fois, le choix revient à vous en vous posant la question mes objectifs. Quels sont mes objectifs? Pourquoi je devrais communiquer? Techniquement, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Et c'est la réponse à ces questions-là que j'ai posées ici, ou là, ces rubriques-là, qui va vous permettre de choisir les bons médias. C'est le budget aussi, les dates auparavant, le budget et les objectifs d'Yelcom, c'est ce qui va vous permettre essentiellement de trouver la bonne combinaison de médias. Et c'est des notions auxquelles je tiens vraiment personnellement à chaque fois que je lance ou là que je donne des cours en marketing, c'est budget et quels sont mes objectifs, quelle est ma stratégie. Je pense que j'ai tardé un peu. Je suis désolé pour le démarrage, ça a été un peu difficile. Je me tiens
Je tiens vraiment à m'engager de continuer l'aventure avec l'équipe magnifique de Qraya Fdar. Donc vous pouvez compter sur moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prenez contact avec moi sur Facebook. Si vous êtes une PME ou là une entreprise et que vous avez besoin d'informations ou d'aide, je tiens vraiment, je m'engage ici à vous aider. Donc prenez contact avec moi. Si vous êtes des étudiants et que vous avez des questions ou là un support, vous avez besoin d'un support de cours ou là vous avez besoin d'un cours spécifique sur la plateforme Qraya Fdar, je me tiens à votre disposition. Merci encore une fois et bon courage à tous.